Est-ce que tu peux nous parler justement des solutions alors pour la dysbiose? Oui, pour les solutions, on a donc les modifications alimentaires en fonction de ce que j'avais expliqué. Donc, Mhm, si par exemple, si c'est une dysbiose de fermentation, donc vous avez bien compris que puisqu'on métabolise les résidus glucidiques ici dans la fermentation, il faudrait diminuer les sucres raffinés, il faudrait remplacer par des fibres. Euh, et donc réaménager l'alimentation en ce sens. Et si mhm. c'est une putréfaction, ben, il faudrait diminuer les protéines et aussi augmenter la quantité de fibres également, ce qui permet aussi d'obtenir une putréfaction moindre et donc de remplacer les Mhm. protéines par des fibres et par des... En tout cas, dans tous les cas, il faudrait que l'alimentation soit de bonne qualité. Quand je dis de bonne qualité, je parle ici de manger des aliments qui se mangent, en fait, qui sont comestibles, pas des produits alimentaires industriels raffinés, Mhm. enfin, des trucs de chips, des sucres, des boissons, etc. et tout ça. Donc ça, il faudrait éviter. Les fast-food aussi, où ça contient de mauvaises graisses aussi, il faudrait éviter. Donc ça, c'est par rapport aux modifications alimentaires. On pourrait rajouter à cela donc des aliments lactofermentés. Donc, dont les plus connus, c'est les laitages fermentés. Euh, enfin, on a par exemple les laits fermentés, les caillés, le kéfir par exemple, kéfir de lait, kéfir d'eau, des légumes lactofermentés aussi, la choucroute par exemple, etc. Donc il y a tout un tas enfin, de recommandations Mhm. nutritionnelles qui sont en fait les recommandations nutritionnelles classiques. Il suffit juste d'améliorer, de rehausser la qualité de d'alimentation et on a déjà des résultats intéressants sur des dysbioses, on va dire, qui sont modérées ou légères. Mais pour des vraies dysbioses, des dysbioses qui datent depuis longtemps, des dysbioses qui ont déjà produit des troubles métaboliques, on aura besoin de plus que ça. Mais c'est Mhm. déjà un début. Euh, En plus de ça, on peut parler par exemple de probiotiques. Et les probiotiques sont en fait des micro-organismes, tout simplement, des souches de micro-organismes qui sont mis en complément alimentaire, soit en poudre, soit en gélule. Et ce sont différentes souches, en fait, qui ont été testées dans des études, au début des études in vitro, des études précliniques, des études cliniques aussi, des essais cliniques. Et donc, qui ont démontré, un, leur innocuité, donc qu'elles ne sont pas toxiques. Deux, qu'ils auraient démontré aussi un effet intéressant, métabolique intéressant, ou voire un effet thérapeutique par rapport à certaines maladies, donc testé aussi, pareil, et c'est clinique. Et puis également qui aurait démontré aussi une résistance par rapport à l'acidité gastrique aussi. Donc là, on pourrait parler en général de lactobacillus et de Mhm. bifidobacterium, quelques autres souches aussi qui existent également, mais le plus souvent, on a donc les lactobacillus, notamment lactobacillus acidophilus, reuteri, rhamnosus, etc. Donc il y a plusieurs. Et puis pour les bifidobacterium, par exemple, qu'on trouve très souvent combinés dans les probiotiques, combinés avec les lactobacillus. Donc Mhm. Bifidobacterium, Bifidum, Longum, Lactis, etc. Et puis, on peut avoir aussi d'autres types d'autres souches aussi, notamment la Streptococcus thermophilus, par exemple, qui est excellente aussi pour lutter contre la dysbiose, pour améliorer le transit intestinal et pour améliorer aussi la composition au niveau des autres espèces bactériennes aussi. C'est ça, en fait, qu'on choisit dans les probiotiques, c'est qu'on choisit on va dire, des souches qui vont améliorer la composition générale du microbiote et non pas la composition en termes de cette souche uniquement qu'on a donnée. C'est des souches qui ont des effets pléotropes. Si vous donnez par exemple Lactobacillus acidophilus, ça améliore pas uniquement le Lactobacillus acidophilus, mais aussi les autres lactobacillus qui fonctionnent avec, et puis en synergie. Et puis par conséquent également, ça améliore également les autres espèces aussi.
et les autres familles aussi, les bifidobacterium. Si vous augmentez la quantité de bifidobacterium, par exemple, ça va augmenter automatiquement aussi la quantité de lactobacillus et vice-versa également. On a aussi une autre bactérie qui permet d'augmenter, par exemple, Akkermansia, on en avait parlé au tout début, la bactérie B420. Bactérie B420, c'est une bactérie très intéressante qui est peu connue et qui a été étudiée en laboratoire. Il y a des thèses de doctorat qui ont été faites sur ça, il y a des essais sur ça, des études, etc., qui montrent que cette bactérie augmente Akkermansia. Et donc, quand on donne cette bactérie chez les obèses, ça permet d'augmenter la quantité d'Akkermansia et c'est ce qui va produire un effet anti-inflammatoire contre la résistance à l'insuline, plusieurs adaptations métaboliques qui vont préparer l'organisme à perdre du poids. Donc, ça a un effet en fait sur la perte de poids, tout simplement. Donc, les probiotiques sont très intéressants. Mais ce qui serait intéressant aussi, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, parce que tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut cibler, mais en tout cas, dans certains cas, beaucoup de cas en tout cas, le mieux c'est de les combiner avec des prébiotiques. Les prébiotiques qu'on peut en avoir dans l'alimentation naturellement. Donc, on a les prébiotiques qui sont en fait des fibres alimentaires qu'on trouve dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, les graines. Donc, ce sont des fibres alimentaires naturelles en fait, et tout dépend en fait maintenant de ce qu'on va utiliser. C'est pour ça que on devrait avoir une certaine diversité en fait au niveau des fibres alimentaires, parce que chaque espèce va s'alimenter plus ou moins de tel ou tel prébiotique, telle ou telle fibre alimentaire, parce qu'on en a plusieurs. On peut citer par exemple le psyllium et l'inuline, par exemple, qui sont des prébiotiques qu'on trouve dans les aliments, mais qu'on trouve aussi sous forme de prébiotiques, donc de compléments alimentaires. Donc, le mieux, c'est de les utiliser en association avec des souches. Le psyllium est excellent pour le transit intestinal, par exemple. On a aussi donc les symbiotiques, puisqu'ici on est en train de parler donc de la combinaison probiotique-prébiotique. Eh bien, ça s'appelle les symbiotiques. Et donc, les symbiotiques, c'est une combinaison intelligente entre des probiotiques et des prébiotiques. Donc, on donne en fait dans le symbiotique, on met le probiotique ou les prébiotiques, donc les différentes souches bactériennes qu'on veut mettre. Et puis, on rajoute à ça un ou plusieurs prébiotiques donc, qui vont aider donc, à nourrir ces mêmes souches et qui vont, en plus de ça, ce n'est pas uniquement le fait d'améliorer donc, ces souches-là et de les maintenir en vie, c'est aussi le fait d'avoir des adaptations métaboliques qui sont synergiques entre ce qui va donc être produit comme adaptation métabolique par les probiotiques qu'on met et ce qui va être produit par les prébiotiques aussi, au niveau du microbiote, au niveau de l'intestin. Donc là, l'exemple type ici, c'est un produit qu'on a développé chez Nutrilogix, là, oui. Et qui permet d'augmenter notamment la quantité d'Akkermansia. Akkermansia mucinifila, qui est la fameuse bactérie qui est anti-obésogène, qui a des propriétés anti-obésogènes. Et donc, on avait remarqué dans les études que la bactérie B420, comme j'ai déjà expliqué, permettait d'augmenter la prolifération d'Akkermansia chez l'obèse. Ça, c'est une première chose. Et puis, on avait aussi remarqué que par rapport aux prébiotiques, donc cette même bactérie B420 s'alimentait de certains métabolites et également Akkermansia s'alimentait des mêmes métabolites. Et ces métabolites, en fait, ce sont les urolitines. Il y a les urolitines A et B et ils proviennent de certains polyphénols qu'on trouve dans la grenade, les punicalagines.
Donc, les punicalagines, quand elles sont métabolisées par le microbiote, ça produit l'urolytine A et B. Et donc, ça permet une prolifération aussi plus importante de Akkermansia. Et donc là, on a l'exemple type d'un vrai symbiotique. Donc, bactérie B420 qui s'alimente donc de certains composants de la grenade, des extraits de grenade, les punicalagines, mais en même temps qui va produire une prolifération d'Akkermansia qui elle-même s'alimente des métabolites de la punicalagine qui sont les urolytines A et B. Donc ça, c'est une bonne combinaison. Il y en a d'autres exemples par rapport à d'autres symbiotiques. Et les symbiotiques les plus connus et que tout le monde connaît, ce sont en fait les aliments, tout simplement. Les aliments lactofermentés, par exemple, c'est un ensemble de probiotiques, de micro-organismes, et de prébiotiques, donc de nourriture pour ces micro-organismes, donc des sucres qui permettent à ces micro-organismes de survivre et d'apporter des adaptations métaboliques diverses.